1956. Après 2 glissements de terrain et plus de 27 morts, la mine Betty, en fonction depuis 1933, ferme ses portes. Connue à travers le Québec pour sa sombre histoire, la mine Betty, aujourd'hui appelée mine du Parquet, n'en est pas morte pour autant. Véritable morceau d'histoire, la mine rencontre plusieurs projets de relance avortés. Les mineurs déclarent encore aujourd'hui, ce qui se passe en dessous doit rester en dessous. Certains croient que les mines pourraient être maudites, voire hantées par les esprits de tous ceux qui ont perdu la vie. Le glissement de terrain de 1943 à la mine Betty, 10 ans après son entrée en production, pourrait-il avoir été un avertissement? Comment expliquer toutes ces manifestations que nous comptent les mineurs? Non, c'est une mine parce qu'ils ont fermé. À un moment donné, ils ont fermé. Puis c'était une bonne mine d'exploration. Ça engageait du monde à travailler beaucoup, ça. Du moins, on pense pas mal tout quand on s'en va du parquet que c'est un endroit où c'est qu'on va avoir quelques frissons puis que ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir dans la mine directement. Là. Je crois pas aux fantômes ou... Moi non plus. Non. Ouais, mais dans le fond, la mine du parquet serait pas rouverte justement parce qu'il y a eu ces rumeurs-là qui se sont produites, mais aussi parce qu'elle a été confirmée par certaines personnes qui sont allées dans la mine puis qui disent avoir vu et entendu des fantômes. Si tu as les croyances qu'en fait, il y a des fantômes puis tout, ça se peut qu'il y ait un événement qui arrive puis que tu vas prendre pour acquis que c'est des fantômes parce que tu crois ça, mais ça sera pas nécessairement des fantômes. C'est comme une légende urbaine. Quand j'étais plus jeune aussi, on allait voir des anciennes mines. Nous autres, au côté lac du Faux, là, il y avait comme des vieux puits de mine qu'on peut aller voir. Moi, je suis bien sceptique, sur ces affaires de fantômes-là. Moi, je crois pas à ça, vraiment. Fait que je pense qu'il y a une explication plus logique. Je m'appelle Romain, donc je suis le nouveau gardien de la mine. Donc, depuis 3 mois maintenant, donc je suis arrivé dans la région et j'avais pas de travail. Puis il y a eu l'opportunité de la mine, de gardienner cette mine. C'est un truc que j'avais jamais fait avant. On est très seul. Et quand il y a des gens qui viennent, on est obligé de leur dire de partir. Donc on est encore plus seul. Donc, comme vous voyez, là, c'est le bâtiment principal. Là, il y a la grande cheminée, la petite citerne. Donc ça a été fermé en 1956. C'est encore un site dangereux. Hein. C'est pas pour rien qu'il est fermé au public. En fait, les infrastructures tombent un peu en ruine et du coup, on est obligé d'empêcher les gens de venir. Il y a des petites histoires de fantômes. Notamment, en fait, tout ce qui s'est passé en 43, en 46, tous les accidents. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des histoires de fantômes qui seraient venus ici pour chasser les mineurs, en fait, tout simplement. Je connais pas l'ancien gardien. En fait, il est décédé peu de temps avant que j'arrive. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le travail, en fait, tout simplement. Je l'ai remplacé. Je sais parce qu'il y a tout le lot de rumeurs qui va avec ce travail. Tout le monde m'a dit les rumeurs fantomatiques, etc. Donc les gens disaient que c'était un Dumoulin. Donc a priori, l'ancien gardien était un Dumoulin. Et j'en sais pas plus que ça. Je le connaissais pas plus que ça. Mais pour comprendre l'histoire de ces mines, il faut s'intéresser à l'histoire de Rouyn-Noranda. Le premier homme à fouler en solitaire la région est un prospecteur de la Nouvelle-Écosse, Edmund Horne. Il s'aventura sur les rives du lac Kosciuszko pour la première fois en 1911 et découvrira les multiples richesses de la future Abitibi-Témiscamingue. Le premier magasin général, lié à l'importance de la ruée vers l'or à cette période, fut construit en 1924 par M. Dumoulin. Cette famille composée de Joe, le père, Agnès, la mère et leurs enfants, Paul, Cécile et Blanche, ont quitté la France après la fin de la Première Guerre mondiale. Auvergnats de naissance et amoureux des grands espaces, on raconte qu'ils se sont rendus dans cette région pour la splendeur de la nature encore sauvage. Paul, le cadet de la famille, était le moins connu de tous. Dès son plus jeune âge, il fut pris d'une passion presque obsessionnelle pour les gisements et les minéraux. Il ira sur le site de la mine Betty et deviendra mineur à 15 ans, lors de son ouverture en 1933. Plus tard, alors que toute la famille Dumoulin continuera de tenir le bureau de poste de la ville, il deviendra gardien de mine pour, comme il le disait, apprécier le silence et la monstruosité de ces lieux. Ses héritiers se dirigeront vers le même destin.
J'ai été affecté à l'enquête sur la famille Dumulon suite au décès du dernier descendant de M. Dumulon. On était choqués d'apprendre que cette famille-là avait une petite peur des mines, avait une certaine peur des mines. Donc, il y avait l'avantage de faire peur aux gens pour éviter que les gens travaillent dans les mines. Donc, c'est pour cette raison que la police est impliquée dans le dossier. J'ai un professeur à la Serre qui nous racontait qu'il était assez téméraire. C'est un gars qui aimait beaucoup le plein air et il s'est rendu dans les galeries désaffectées remplies d'eau de la BD Goldmine, seul, une bonne journée, et a décidé de faire de la plongée sous-marine dans les galeries. Il aurait aperçu là une poussière qui recouvrait une baignoire à pattes, ancien style, qui aurait été placée là. Il y avait des initiales qui étaient tracées sur l'espèce de poussière là, du bord de la baignoire à pattes, MB et DR. Certains affirmeraient que ça serait en fait l'âme de défunt qui flotte en fait entre deux eaux, qui troublerait les eaux là, et qui aurait, pour éviter de sombrer dans l'oubli, réussi à tracer leur initiale simplement sur la baignoire à pattes, histoire de ne pas se faire oublier. L'enquête va devoir faire la vérification et l'inspection de la plupart des mines dans la région pour déterminer jusqu'à quel point la famille Dumulon est impliquée dans tous les sites miniers qui étaient présents. La population est très choquée de ça, donc c'est important de rassurer la population locale que maintenant, les mines hantées n'existent pas. C'était une fabrication de la famille Dumulon directement. Je vais vous parler de ça ici à la maison Dumulon, là, particulièrement dans la petite maison où la famille habitait là, au début là, de la colonisation ici. Là. C'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup parler chez nous, mais bon, si on veut, ça vient tout de Paul. C'est lui qui a décidé que au niveau de l'environnement, les mines, c'était pas bon, tout ça, mais bon, moi, dès le départ, quand j'ai appris ça, c'était non. Il y avait des bonnes intentions en arrière de ça, mais nous autres, on n'embarque pas dans ces affaires-là. En tout cas, moi, là, puis mes enfants aussi, là, c'est pas quelque chose qui va être... que je vais essayer de perpétuer. Au contraire, mettre fin à des rumeurs ou des choses comme ça. Moi, je vais me consacrer à ça. Je me suis fait approcher pour vous parler de vieilles rumeurs, de vieilles histoires qui hantent beaucoup de mes anciens collègues mineurs. Ça a vraiment causé beaucoup de chamboulements, toutes ces rumeurs, ces fausses affaires-là dans ma famille. J'aimerais ça dire que ça ne se passait que de nuit, mais en dessous de la mine, il n'y a pas de soleil, c'est toujours noir, donc c'était toujours la grande frayeur pour nous, la grande noirceur. J'ai toujours eu peur des fantômes. Fait que pour combattre cette peur-là, moi je suis allé dans la mine. Étrangement, les gardiens n'étaient jamais là. Et je me suis rendu compte que le gardien de la mine, c'est un cousin de la fesse gauche de ma-tante à la famille Dumulon. Puis j'ai commencé à parler de ça à d'autres de mes amis qui sont dans différentes autres mines de la région, puis tous les gardiens, c'est des Dumulon. La façon dont ils procédaient pour faire peur aux gens, c'est que la nuit, quand il y avait des quarts de nuit, il allait déplacer des choses dans la mine sans que les autres personnes qui travaillaient sur place s'en rendent compte. Paul n'a jamais été soupçonné étant donné que lui-même jouait le jeu, c'était son propre jeu. Là. C'est peut-être noble de la part des gardiens de vouloir empêcher une exploitation sauvage, non contrôlée des ressources minérales avec les conséquences de pollution que ça emporte. C'est très noble. Et d'ailleurs, les mines modernes actuelles tiennent compte aussi de cette vision. Donc, dans ça ici, j'ai des lettres qui nous ont été écrites, en fait, à mes sœurs et frères. Il y en a une ici pour moi où est-ce qu'ils m'incitent à embarquer dans ce stratagème-là. Moi, j'aime bien venir me ressourcer ici, là, avec la famille. On ne peut pas non plus se débarrasser des mines. En Abitibi-Témiscamingue, c'est un gros vecteur économique et c'est nécessaire. À mon sens, c'était pas le choix, la décision la plus judicieuse de vouloir faire cette espèce de militantisme très engagé et extrémiste. C'était peut-être plus d'essayer de réfléchir moins à une répression et plus à une prévention autour de l'environnement. Imaginez-vous, vous êtes dans une mine, il fait noir comme dans le cul d'un ours. Imaginez-vous qu'ici, c'est un gros mur de pierre toute noire. Le gardien se mettait un drap noir par-dessus lui. Il se promenait comme ça. C'était insoutenable.